Bon, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Saifeddine Monsri. Peut-être que vous avez déjà vu la conf ce matin, vous connaissez qui c'est. Il y avait certains qui étaient à la conf ce matin ou pas? Non? Ok, bon, je vais me représenter alors. Donc moi je m'occupe de la partie cloud chez Sphere, au niveau groupe maintenant. Je suis basé à Paris, mais je suis amené un peu à bouger sur les différentes agences. Je suis formateur Google Cloud et Kubernetes depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, donc je suis disponible sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, mais surtout LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn, si vous voulez échanger ou se connecter. Parler rapidement de Sphère, donc on est une boîte de services, plutôt en France et au Benelux, donc on est très francophone pour l'instant, on essaie un peu de s'étendre. On travaille sur tout ce qui est dev, front, back, mobile, product, mais aussi cloud et data depuis plusieurs années maintenant. Donc moi, je gère la partie data, vous avez compris, c'est l'une de nos expertises. On a trois métiers chez Sphère. Le premier, c'est le consulting, donc c'est tout ce qui est accompagnement au DSI, au C-level, et tout ce qui est donc stratégie et strat. On a donc la partie sphère historique, c'est tout ce qui est build, du coup Make Real, c'est là où je bosse depuis 12 ans maintenant. Et la partie sphère institute, donc c'est la partie formation. Donc on a pas mal de formateurs sur AWS, sur Google, sur Azure, sur Kubernetes, sur Mongo, sur Databricks, voilà, on a sur Kafka, on a pas mal de formateurs chez Sphère. Donc c'est quelque chose en tout cas qu'on met en avant, parce que ça permet voilà, de partager la connaissance et surtout rester en veille sur les technos, sur le marché. On a un partenariat des dates de quelques années quand même avec Google. Donc, c'est le partenaire avec lequel on est le plus avancé, hein, en toute honnêteté. On a commencé à tester les premières versions en 2008 d'App Engine. Et aujourd'hui, on a même des sujets autour de Sens, tout ce qui est donc cloud souverain. Aujourd'hui, donc, il y a l'offre contrôle locaux qui est disponible. Pour l'instant, on est sur du cloud public, mais avec du chiffrement qui est fait par Sens chez Thales en mode privé. Mais voilà, donc la target en 2024, c'est avoir un peu une région à part sur Sens qui soit souveraine, qui soit privée. Allez, on va passer donc à notre sujet du jour, c'est la sustainability. Donc, toi, je vois que le serverless a plus de succès que la sustainability, mais bon, on essaye un peu de s'accrocher. Mais bon, c'est un sujet assez nouveau, assez sensible, on va dire, hein. Mais voilà, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai découvert. Bon, alors, à titre personnel, il y a quelques années, en tout cas, je fais plus attention, comme tout le monde, hein, à tout ce qui est gaspillage, à tout ce qui est pollution, ainsi de suite. Mais à titre professionnel, j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, lors d'un challenge que je vous présenterai à la fin. D'accord? Donc, c'est un challenge, c'est le Sustainability, c'est Digital Sustainability Challenge. C'est un challenge où on a plusieurs équipes qui vont créer des produits éco-responsables. D'accord? Je vous en parlerai après. Et donc là, voilà, donc j'ai fait quelques talks quand même sur le sujet, notamment à Cloud West l'année dernière. C'est un peu le spin-off West de Cloud France. Donc là, c'est Cloud Est. Donc il me reste encore Nord et Sud pour cadrer toute la France. Donc, on va d'abord parler de la sustainability d'ordre général, en tout cas du développement durable, pour poser un peu le cadre, il y a un peu de terminologie, et après on parlera de l'aspect spécifique à Google. Donc, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du GIEC. C'est un panel, en tout cas, d'experts intergouvernementaux qui agissent, en tout cas, pour le climat, et donc qui sortent des rapports quotidiennement. Donc, les derniers rapports sont clairement alarmants, clairement, hein, par rapport, en fait, en tout cas, à la hausse des températures et par rapport aux effets néfastes de ce changement climatique par rapport aux humains, par rapport à la faune et à la flore. Alors, ça pourrait être un peu flippant, en quelque sorte, hein, de dire voilà, on va tous mourir dans 15 ans, dans 20 ans, si on n'arrive pas à baisser la température. Mais je ne suis pas forcément d'accord. Je me dis, ce genre de rapport, ça sert quand même à cultiver les gens, à éveiller les consciences, à prendre des mesures. Et il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour commencer à prendre des actions qui soient durables dans le temps. C'est clair qu'on ne va pas tous mourir en 2040, si on a encore envie, bien évidemment, mais il y aura peut-être des choses qui sont un peu bizarres. Et on le voit même cette année, hein, en termes de temps, en termes d'orage, en termes de météo, il y a un peu un dérèglement, en quelque sorte. Mais donc, tout ça pour vous dire, voilà, c'est pas trop tard. Il y a clairement pas mal de réflexes et d'actions qu'on pourra mener contre ce changement climatique, à la fois donc d'éviter un peu d'utiliser les énergies fossiles, donc ça on le sait, hein, ça paraît très évident, mais aussi de replantation de forêts, utilisation des récipients qui sont durables et ne plus utiliser les sachets poubelles ou les paquets qui sont jetables, passer plutôt sur des... Alors, les voitures électriques, ça peut avoir un débat, mais en tout cas passer plutôt sur des énergies qui sont autour de l'électricité, même à titre individuel, ne parlons pas des voitures, mais pour les chauffages, pour plein de choses, on peut déjà éviter les fuels, éviter tout ce qui est gaz. Moi, je sais à titre personnel, donc j'ai une maison qui est en travaux, et le gaz, on a décidé de ne pas l'avoir.
Alors pour des raisons de sécurité, j'aime pas le gaz, vraiment. Donc j'ai jamais eu de gaz, en tout cas dans les apparts que j'ai déjà eu. Donc je sais pas, j'ai une phobie par rapport au gaz, donc j'aimerais éviter. Et la deuxième, c'est de dire voilà, c'est peut-être partir aussi sur des radiateurs électriques où on pourra peut-être mettre des panneaux solaires. En tout cas, demain, on pourra en tout cas investir sur une solution un peu plus durable. Mais ça, c'est à titre personnel. On peut aussi avoir des actions au niveau de tout ce qui est donc, gaspillage alimentaire, tout ce qui est gaspillage tout court, en tout cas de consommation. Ce n'est pas parce que quelque chose elle est disponible et qu'elle est abondante qu'elle a le droit d'utiliser et de la gaspiller. Donc, il faut vraiment faire attention. Et moi, chez moi, je suis vraiment à la traque. C'est pas Versailles ici pour les lumières, pour les machins. Ma fille, elle en peut plus. Mais je suis vraiment à la traque de n'importe c'est pas du, c'est pas, je suis pas radin, mais j'aime pas qu'on laisse une ampoule allumée comme ça alors qu'il y a personne qui l'utilise. Bon, en tout cas, il y a aujourd'hui énormément d'actions qu'on peut mener sans forcément, moi je suis pas dans l'excès, sans forcément changer radicalement notre mode de vie, mais il y a des petits réflexes de la vie quotidienne qui permettent en tout cas de faire des petits efforts. Si on essaye d'appliquer ça par rapport à l'informatique, hein, parce que c'est là un peu notre domaine, ok, donc il y a le cadre général, mais il faut être un peu pragmatique. Souvent on parle des 3 P, d'accord. Donc dans toute stratégie de sustainability, il y a en fait il y a 3 acteurs. Il y a les people, donc c'est les humains, donc il faut les acculturer, il faut les former, il faut les sensibiliser, il faut les embarquer dans ce genre d'enjeu. Il y a la planète, clairement, par rapport à tout ce qu'on s'était dit, hein, donc vraiment tout le respect pour garder un peu un environnement vivable pour les prochaines générations, mais sans pour autant renier sur les profits. On le sait, les entreprises, ils sont là, c'est pas des associations caritatives, ils veulent faire du profit, mais que ce soit un peu un équilibre, que ce soit un peu un compromis entre faire du profit, faire prospérer, avoir des emplois, avoir de la croissance économique, mais aussi donc pouvoir préserver la nature. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, en fait, la partie scope en termes d'émissions. Alors, ça, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant pour expliquer l'impact d'une entreprise par rapport à l'environnement. Donc, on parle souvent des scopes. Et donc, on a un scope direct et deux scopes indirects. D'accord. Donc, on a tout ce qui est scope direct, c'est un peu tout ce qui est donc action directe par l'entreprise et qui va générer des émissions. C'est vraiment, c'est vraiment tout ce qui est industrie, tout ce qui, voilà, tout ce qui en tout cas transformation, utilisation des énergies, ainsi de suite. Vous avez le scope 2 qui est tout ce qui est énergie électrique, d'accord? Ce qu'on appelle un scope indirect. Ok, donc c'est un scope parce que l'énergie électrique a été générée par quelque chose, d'accord, ailleurs, soit du fioul, soit du gaz, soit du charbon dans certains pays, et qui est utilisé par l'entreprise. Après, on a le scope 3 qui est souvent méconnu. Le scope 1 et 2, les gens sont en général sensibilisés par rapport à leur action directe, mais aussi par rapport à l'énergie qu'ils vont consommer. Elle vient d'où? Ça, les gens, en général, ils le savent, ils sont concernés. Là où c'est le piège, c'est plutôt en fait sur les scopes 3, soit en amont, soit, soit après. D'accord. Donc, soit ça va être en fait, tout ce qui est donc extraction, par exemple, des minerais, ça va être tout ce qui est transport de matières premières. Ça, en quelque sorte, ce n'est pas forcément l'entreprise qui le fait directement. Ça peut être des sous-traitants, ça peut être des fournisseurs. Donc, c'est vraiment un scope qui est indirect. Et par la suite, on est tout ce qui est gestion des déchets, gestion du matériel. On le sait, par exemple, dans les data centers, en fait, il y a pas mal de remplacements de disques, de serveurs, ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple. Hein. Comment on va gérer le cycle de vie de ces machines-là? Est-ce qu'on va les détruire? Est-ce qu'on va les recycler pour être utilisés pour de l'éducation, par exemple? Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont donner leur PC à des associations ou à des écoles pour que ce soit utilisé par les enfants à des fins didactiques, mais pas forcément faire que de la destruction, destruction, pardon. Ça peut être aussi le recyclage, comment je peux récupérer les matériaux. Donc voilà, donc ça c'est un peu le cadre général. Et comme je disais, souvent, c'est le scope 1 et 2 qui sont mis en avant. Et les scope 3, c'est souvent ce qui est un peu omis. Et c'est là où on a en fait le plus de dégâts, en quelque sorte. Parce que c'est là les transformations, c'est là il y a le recyclage, les déchets, ainsi de suite. Donc c'est vraiment la partie la plus impactante. Et je sais qu'en France, en fait, il y a même des lois, je ne connais pas tout, mais je sais en fait qu'il y a une obligation pour toutes les entreprises de plus de 50 personnes ou 500 personnes, je n'ai pas le bon ordre, il y a un zéro, je pense 500, je pense que c'est 500, pour mesurer en fait le scope 1 et le scope 2. D'accord. Et je sais même, en fait, on a déjà eu des sollicitations de certaines entreprises. Ce n'est pas vraiment technique, mais c'est plus comment je peux imaginer ma stratégie de sustainability pour les prochaines années, dans mes pratiques en DSI. Par exemple, dans mes pratiques de développement, dans mon rapport par rapport à mes fournisseurs. Typiquement, leur demander des comptes.
Typiquement, si tu utilises une solution SaaS, bah, demandez c'est quoi l'impact, c'est quoi le bilan carbone de cette solution, où est-ce qu'elle est hébergée, comment elle est gérée, ainsi de suite. Ouais, donc il y a plein d'entreprises qui commencent à se poser la question au même titre que mettre en place des stratégies technologiques, quelle technologie on va utiliser, quelle tendance on va faire, voilà, donc quel produit on va créer. Donc il y a aussi des sociétés qui se posent ces questions-là. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire quand même, notamment sur la partie scope 3. Et souvent, les boîtes, quand ils vont utiliser le cloud est considéré comme du scope 3. Ce n'est pas considéré en fait comme du scope 1 et 2 parce que ce n'est pas chez eux, ce n'est pas eux qui les gèrent directement, ce n'est pas leur building, c'est un fournisseur. D'accord. Donc, clairement, il faudrait qu'on soit en tout cas sensibilisé par rapport à ce genre d'émissions. Bon, ça, c'est un peu. Donc, ce que je disais, hein, c'est que souvent, c'est le scope 1 et 2 qui sont pris en compte et les scopes 3 qui sont oubliés. Alors, on va parler de la stratégie de Google en termes d'environnement. Bon, la question se pose pourquoi je parle de Google Cloud, parce que c'est là où j'ai le plus, en tout cas, c'est le cloud avec lequel je démarrais, que je maîtrise le plus. Mais c'est clair que ça ne veut pas dire que les autres ne font pas des efforts. Il y a aussi AWS qui a rajouté la sustainability en tant que sixième pilier pour l'OL Architecture Framework. Ils ont mis en place des dashboards comme Azure, ainsi de suite. Donc, la plupart des cloud providers aujourd'hui, pour moi, il est inenvisageable qu'ils ne prennent pas en considération cette question, en tout cas. Ils se mettent en défaut, et c'est des choses qui seront demandées de plus en plus, d'accord, par les utilisateurs et par les entreprises. Et donc là, chez Google, donc c'est un sujet qui date de plusieurs années quand même, le sujet environnemental. Et vous avez donc un site qui est sustainability.google/reports, en fait, qui va sortir des rapports environnementaux quasiment tous les ans sur les produits, sur la démarche, sur la stratégie de Google d'un point de vue environnemental. Donc il y a énormément de ressources, d'accord, qui sont dedans. Attendez, on va essayer de le voir. Voilà, report. Là, vous avez trouvé même en fait des rapports qui vont parler même en fait de la construction de produits. Donc là, c'est plutôt global. Vous avez en fait sur le Pixel, par exemple, d'accord. Le Pixel qui sont les téléphones, les smartphones de Google, c'est un rapport environnemental par rapport à ce produit, d'accord, pour expliquer toute la chaîne de fabrication et les actions qui sont menées d'un point de vue environnemental par rapport à ça. C'est ce qu'on disait, c'est les scopes de 1, 2, 3. Parce que là, le matériel, c'est forcément du scope 3, tout ce qui est extraction de minerais et de métaux. D'accord. Là, vous l'avez sur la plupart des produits, sur la montre connectée, sur les Nest, sur les Google Home, tout ça. Et après, un peu des rapports un peu plus globaux, hein, comme celui qui était en screenshot, qui est le rapport environnemental de 2022. OK. Mais tous les ans, voilà, il y a des mises à jour qui sortent. Donc, c'est intéressant, même au-delà, même si on n'utilise pas Google Cloud, d'un point de vue acculturation, c'est intéressant de lire un peu ce genre de rapport où il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dedans. Alors, pourquoi j'ai mis ce slide? Parce que souvent, quand on parle du cloud, en fait, la traduction c'est nuage, mais j'aime pas cette traduction. Mais en fait, on croit que les ressources sont quelque part suspendues un peu dans le stratosphère. Mais c'est clairement, en fait, il y a des data centers physiques qui sont hébergés, qui sont physiques, qui sont déployés à travers le globe, avec des dizaines de milliers de serveurs, avec des salles serveurs, avec des baies, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment beaucoup de matériel qui est mis en jeu. Et autre chose, c'est qu'on considère qu'il y a entre 2 et 3% de l'énergie électrique mondiale qui est utilisée et consommée par les data centers, tous providers confondus. Ce n'est pas que Google, hein. Mais vous imaginez, hein, là, on parle que des data centers. Là, on ne parle pas des usines, on ne parle pas des industries, des voitures, des ménages, ainsi de suite. Là, on parle que des data centers. Si on parle déjà de 2% de l'énergie mondiale, c'est monstrueux. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a un impact qui est énorme par rapport à ce genre de choses. Et donc là, ça, c'est les régions de Google qui sont déployées à travers le globe. Ceux qui sont en bleu, c'est les régions qui sont en production. Et ceux qui sont en blanc, donc, ce sont les régions qui sont en cours de déploiement. Bon, avec des mises à jour. Typiquement, le Doha, ça a été inauguré fin mai. Donc, bon, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour. Mais voilà, donc il y a des régions qui sont inaugurées tous les 6 mois. Voilà, donc on en a eu Paris l'année dernière qui a été inauguré. D'accord. Ça avait un lancement en juin 2022. C'est bien parce qu'on n'avait pas de région Google en France. C'est la première. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Ouais. C'est plutôt. Alors, je n'ai pas de chiffre exact, hein, mais ça reste plutôt assez stable. Parce qu'en fait, on a réduit, mais on a augmenté le nombre de data centers. C'est que les data centers sont plus efficients. Clairement, aujourd'hui, ils sont plus efficaces d'un point de vue énergétique, mais on a rajouté des data centers. Donc, ça s'équilibre un peu, en quelque sorte. D'accord. Donc, on gagne d'un côté, mais bon, on perd de l'autre.
Mais bon, je pense que la plupart des data centers qui sont créés aujourd'hui sont très environment friendly, utilisent pas mal de techniques pour éviter, en tout cas, surtout pour le refroidissement. Le plus gros poste, clairement, qui est très polluant, c'est le refroidissement, plus que l'électricité. Alors, Google, en fait, ils ont en fait une roadmap d'un point de vue sustainability. Donc, c'est une roadmap qui existe depuis très longtemps, qui est composée de 3 étapes. Donc, la première étape a été lancée en 2007 pour être neutre en carbone. Quand on dit neutre en carbone, c'est-à-dire en fait Google compense, d'accord, donc avec donc de l'achat de carbone, en tout cas de CO2 quelque part. Donc ça, c'est depuis 2007. Depuis 2017, on est plutôt à 100% d'énergie renouvelable en termes d'achat, d'accord, en termes d'achat d'électricité, mais on n'est pas en fait à 24/7 en carbone free. Il y a, tous les data centers ne sont pas forcément 100% énergie renouvelable. Il y a des moments où on a besoin de compenser par des énergies fossiles ou autres. Et aussi, en fait, on est en termes d'électricité, vous le savez très bien, en fait, on parle beaucoup de grid, en fait, de mix énergétique. Le mix énergétique, en fait, tu ne peux pas savoir, en fait, l'énergie, elle vient d'où. Quand tu introduis de l'énergie verte plus de l'énergie non verte, tu ne peux pas après faire la différence pour dire, moi, je ne consomme que l'énergie verte. Donc, Google fait beaucoup d'investissements pour tout ce qui est énergie renouvelable, donc par exemple des plantations géothermiques, des éoliennes, de l'énergie solaire, tout ça. Donc il injecte de l'énergie renouvelable dans le réseau, mais on n'est pas à l'abri qu'il y a d'autres ressources qui ne sont pas forcément à 100%, d'accord, qui sont pas propres. Et en tout cas, et enfin, on a donc l'objet, en tout cas la target, en 2030 pour être 100% free carbon. On parle souvent de carbone free energy ou le CFE. Donc là, vous retrouvez souvent le logo Google qui a été en vert, qui a été en tout cas émis quand on a émis cet objectif-là, qui est en bonne voie, clairement. Vraiment, c'est en bonne voie par rapport à toutes les actions qui sont entreprises. Autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que Google incite aussi son écosystème à être sustainable. Donc, il y a des badges qui ont été émis, notamment pour les partenaires. D'accord, un partenaire qui est Google Cloud Ready Sustainability, d'accord, un partenaire qui peut avoir ce badge-là s'il a, dans sa posture, en tout cas, et s'il entreprend des actions environnementales, et aussi dans les produits qui sont éligibles à la marketplace, vous savez, les produits un peu clés en main qu'on peut déployer. Donc, on a aussi un badge dans Sustainability Hub. Donc, cette application, elle est plutôt avec faible émission. On ne va pas dire qu'il y a zéro, mais elle est en faible émission. On a vu aussi l'émergence de nouveaux jobs. Ça aussi, au niveau de la sustainability, ça c'est marrant. Et quand j'ai récupéré ça, je me suis amusé à chercher le mot sustainability chez Google, en fait, dans les posts chez Google, et j'en trouvais pas mal, que ce soit au niveau global, mais aussi au niveau local. On a même en fait un Chief Sustainability Officer, un CSO, comme le CISO, comme le CTO, comme le CFO, le CDO, et on a pas mal de C-level. On a pas mal donc d'opérationnels, on a des spécialistes, on a du marketing, donc on a des spécialistes. Même à Paris, en fait, dans les locaux de Google, il y a une personne qui, son job, c'est pitcher la partie sustainabilité par rapport aux clients et par rapport aux utilisateurs. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est pris au sérieux, comme les pratiques FinOps, comme les pratiques DevOps, quand elles sont arrivées, il y avait l'émergence aussi de nouveaux jobs, okay, ou SRI, d'accord. J'étais surpris aussi l'année dernière, il y a eu en fait le premier Sustainability Summit. Il n'y en avait pas avant, donc il y avait le Cloud Summit, il y avait les Next, il y avait plein d'événements, mais il y avait un summit qui est spécifique pour la question environnementale, avec que des talks qui parlent de la stratégie de Google, des actions on a mis en place, et donc de la stratégie globale d'un point de vue environnemental. C'est vraiment the place to be pour comprendre les enjeux, et je pense que les replays sont disponibles si vous voulez les regarder. Alors, je vais aller un peu plus dans le terrain. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de la console Google Cloud, hein, dans la pratique. Avant ça, on mesure en fait l'intensité carbone en grammes CO2 équivalent kilowattheure. Donc là, vous avez en fait l'échelle. Hein, on considère qu'en dessous de 200, on est plutôt modéré à faible, et au-dessus, on est plutôt sur une consommation qui soit élevée, d'accord, en moyenne. Donc ça, c'est un terme qu'on va retrouver, notamment par exemple pour la partie optimisation qu'on a chez Google. On peut par exemple choisir des régions pour déployer nos applications qui sont à faible émission. Donc vous avez ce petit logo, d'accord, qui va s'afficher low CO2 à côté donc des régions qui sont à faible émission. Alors, justement, la question qui se pose, comment on considère qu'une région elle est à faible émission? Les critères, ils sont là, c'est-à-dire qu'on est au moins à 75% d'énergie free en carbone, d'accord, sur l'utilisation. On n'est pas encore à 100%. Vous vous rappelez, on n'est pas encore à 100% de carbone free énergie. Si on est à plus de 75%, et si on n'a pas la donnée, parce qu'il y a certains data centers où la donnée elle n'est pas accessible, il ne faut pas que l'intensité du mix énergétique dépasse les 200 grammes CO2 équivalent kilowattheure. D'accord. Donc, il y a
toutes les données sur la partie carbone par rapport aux régions qui est disponible, vous pouvez la consulter, d'accord, pour chacune des régions. Je pense qu'on peut la voir. C'est ça, c'est par rapport au mix énergétique, en fait, qui est le plus proche. Exactement. Alors, c'est Region Carbon Data. Ouais. Il va pas rediriger tel flux. C'est ce que je disais, l'électricité, on ne peut pas la dissocier. Après, comment? Oui, ils communiquent, ouais, ils donnent les informations. Ouais. Juste là, après, en fait, c'est calculé aussi par rapport à la quantité. C'est aussi calculé aussi, en fait, après, c'est un peu plus complexe que ça, le calcul. Mais aussi, c'est calculé par rapport à la quantité que Google injecte dans le réseau en tant qu'énergie renouvelable, déjà. Donc, lui, il peut dire, écoutez, moi, je vous fournis, par exemple, je ne sais pas moi, 17% d'énergie renouvelable. Bah, je pars du principe que je vais consommer 17% d'énergie renouvelable en moyenne sur toute l'électricité qui est dans le grid, en quelque sorte. Mais il ne peut pas garantir à 100%. Exactement, c'est ça en fait, c'est les investissements qui ont été faits, donc vous les voyez ici en fait. C'est en fait les CFE qui sont les données qui sont données par Google. Et vous voyez très bien de toute façon, les régions où vous avez plus de 75%, comme je disais, comme la Finlande par exemple, on a le label low carbon. Si on n'a pas les données, on va se fier aux 200, au mix énergétique. Vous les voyez ici. Et c'est l'intensité, d'accord? Donc là, on est à 121 par exemple pour Madrid, donc on est en dessous des 200. Donc il y a un peu un jeu entre les deux. Non, ils injectent dans le réseau. En fait, comment? Ils peuvent pas. Non, tu ne peux pas avoir ta propre énergie et la mettre dans ton data center. Donc, tu es obligé de l'injecter dans le réseau. Mais si toi, tu injectes 90% d'énergie verte dans le réseau local, en tout cas, dis bon, euh, techniquement, j'ai quand même, je vais consommer 80, j'ai des chances de 80. Non, c'est par rapport à la région là où il est, en fait. En fait, là vraiment, c'est localisé. Tu as un data center, tu as un mix énergétique qui est lié au pays. Tu vois, c'est par rapport à sa conso à lui. Ouais. Donc voilà, donc là vous avez toutes les données. Donc on vous laisse voilà, la consulter. Hein. Je n'ai pas tous les détails techniques de calcul, ainsi de suite. Mais voilà. Après, il y a pas mal aussi de formules qui sont dans les data centers, parce qu'en fait, il n'y a pas, on le verra dans les rapports qui sont affichés par rapport aux utilisateurs, il n'y a pas que ce que les utilisateurs consomment, il n'y a pas que la VM. Il y a aussi tous les hyperviseurs, il y a tout qui est mis en fait en jeu et rebalancé en tout cas, redécoupé et réimputé par rapport à la consommation des utilisateurs. Donc, essayons d'avancer. Après, on pourra discuter de certains points. On a aussi en fait un region picker. Donc, c'est un outil en ligne. C'est assez marrant, en fait, qui vous permet en fait de choisir vos priorités. Est-ce que vous voulez en fait une région qui est plutôt low carbone, le prix le moins faible ou la latence la plus faible? C'est quoi vos enjeux? D'accord? Et donc là, Google vous sort quelles sont un peu les régions qui correspondent en tout cas à vos critères. D'accord? Par exemple, là, si je mets la latence, elle est importante et je mets là, par exemple. Est-ce que ça marche ou pas? Hop. Là où je suis, attendez. C'est le plus important, c'est où est-ce que je suis. Ça, c'est très important. Parce que ça dépend où tu es, ça ne sera pas la même latence, ça ne sera pas la même. Voilà. Donc là, si je me mets en France, donc vous voyez, typiquement, il te dit voilà, si la faible latence, c'est un peu la priorité, bah, ça sera la Belgique. D'accord? Donc c'est la région historique de Google en Europe. D'accord? Si on met que c'est la latence, non pas la latence, le low carbon footprint, voilà, donc on a la France qui remonte un peu, mais ça reste un peu cher la France parce que c'est parmi les régions les plus récentes. D'accord? Si je mets que le low price, c'est pas important, la France se met en premier. Vous voyez? Les prix ne sont pas les mêmes entre les régions. Ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de plein de paramètres. Ok, donc ça peut vous aider, même si bon, ça reste un peu gadget, hein, le picker. C'est bon, je pense qu'il y a un choix un peu plus global à faire quand on va déployer sur le cloud pour ne pas choisir qu'une seule région, peut-être choisir 2 régions pour avoir du backup, pour avoir de la résilience. Voilà, donc le choix il est un peu plus large que ça.
Vous avez la partie rapport carbon footprint. Donc ça, c'est des rapports qui ont été rajoutés dans la console Google. Il y a les équivalents côté AWS et Azure. Donc ça vous donne un peu votre bilan sur votre compte de facturation. Ça va de pair avec les comptes de facturation, parce que plus on consomme, plus on a en fait un impact environnemental. Et c'est ce que je disais, en fait, ce n'est pas uniquement ce que vous consommez directement, mais il y a aussi, par exemple, le temps de veille des machines. Ça, en fait, il est recalculé à la fin du mois et réimputé par rapport au pourcentage de consommation des serveurs par les utilisateurs. Vous voyez? Parce que ça, il faut l'imputer à quelqu'un. Ça ne veut pas aller, c'est pas neutre. Et après, vous pouvez aussi avoir par projet, par région, par mois, par produit. Donc, vous pouvez vraiment avoir l'impact environnemental en détail. Et vous pouvez même l'exporter dans BigQuery et faire des dashboards, comme c'est le cas pour la partie facturation. C'est les mêmes principes, hein. Et donc, même avec du Looker Studio, ainsi de suite. On a la partie aussi données de Carbon Free Energy. Donc, ça, c'est sponsorisé par Earth Engine. D'accord. Donc, ça, c'est peut-être pas très connu. On entend moins parler de Earth Engine, mais il est passé GA l'année dernière, donc il n'y a pas très longtemps. Ils n'étaient pas encore en GA. Et surtout qu'on a les données en fait d'énergie, en tout cas de consommation d'énergie qui sont aussi disponibles dans Earth Engine. On a aussi des recommandations. Vous avez en fait la partie advisory. Ça, c'est plutôt pour les projets qui n'ont pas été utilisés depuis très longtemps ou qui ont des ressources un peu qui sont un peu à l'abandon. Donc là, on va avoir quelques recommandations, soit pour supprimer le projet, soit pour le révoquer d'un point de vue droit. Donc là, ça permet pareil de faire le ménage. Moi, je me rappelle il y a 2 ans, entre Noël et Jour de l'An, j'ai fait un chantier où j'ai supprimé 600 projets Google Cloud dans l'organisme. C'est des projets My First Project, Quick Start. Non, mais c'est vrai, c'est ça, on en a pas mal. Parce qu'en fait, au début, en fait, ce qu'on s'était dit, on a un environnement cloud, c'était un peu un espace de jeu pour les sphériens. Donc, chacun pouvait créer ses projets, ses comptes de facturation, mais c'est parti en live. Donc là, on a rétropédalé après quelques années et on a donc enlevé ces droits-là à tout le monde en les donnant vraiment aux gens qui en ont besoin et supprimer tous les projets qui ne servent à rien. Et bizarrement, sur les 600 projets, il n'y avait qu'une seule personne qui s'est manifestée. Je disais, et j'ai supprimé, j'ai averti personne, hein. J'ai vraiment en suppression, sachant que les projets, on peut les avoir en un 30 jours pour les recover. Donc je me suis dit, au pire, les owners vont recevoir les mails, d'accord? C'est pas de la prod, je le sais, et donc ils vont me dire. Donc il y avait un seul projet avec une clé d'API dont ils avaient besoin pour une application. C'est vraiment le seul projet. Donc ça prouve qu'on a pas mal de gaspillage quand même au niveau des ressources. Sur la partie, là, plutôt contrôle et renforcement, en tout cas, de la partie faible consommation, vous avez en fait ce qu'on appelle les organization policies. Donc, ça, c'est un peu des règles qu'on peut mettre au niveau de l'organe, des projets, des folders aujourd'hui. Et donc là, par exemple, vous avez donc la règle de base sur la partie localisation des ressources pour imposer, par exemple, en France, que toutes les ressources sont en France ou en Europe, d'accord, pour les RGPD, pour plein de choses. Mais ils ont aussi rajouté des alias pour les low carbon locations. Donc, si vous voulez, vous, être sûr que vos développeurs ne vont déployer que dans les régions qui sont à faible émission, vous pouvez renforcer ça au niveau de l'organe. Et comme ça, c'est déjà contrôlé au niveau de l'API. Ils ne peuvent pas la bypasser, quoi qu'il arrive. Alors, quelques takeaways. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps le Green Software Engineering. C'est un peu une discipline, un peu à l'intersection de plusieurs choses, hein, l'engineering, le climat, le marché, le hardware, ainsi de suite. C'est pas mal. Donc, il y a la Green Software Foundation qui s'occupe de ça. Et d'ailleurs, l'image sur les actions qu'on peut entreprendre, les 10 actions qu'on peut faire, je l'ai récupérée de là-bas. Donc, je pense quelque chose qui mérite un peu d'attention, d'aller voir un peu ce qu'ils font. Donc, il y a pas mal d'actions qui sont entreprises. On a aussi donc la notion de Green Ops, qui est de plus en plus un peu mis en avant. Bon, on a FinOps, DevOps, XOps en tout cas. Et donc là, il y a aussi la partie GreenOps. C'est un peu un ensemble de pratiques aussi qui vont de pair souvent avec la partie FinOps pour essayer en tout cas de réduire l'impact environnemental de vos applications et de vos environnements sur l'environnement. Donc ça passe par les 3 phases, compréhension, mesure et optimisation. D'accord? Ça correspond un peu aux différentes étapes que j'ai données sur Report, Optimize et Advise. OK? Donc en plus, j'ai la batterie qui est faible, donc c'est vraiment, je suis au bon endroit. Donc on est au bon moment. Vous avez pas mal d'initiatives aussi en France. Je parle vraiment en France. Donc vous avez greenIT.fr. Il y a un livre en fait sur tout ce qui est conception web avec les 115 bonnes pratiques à entreprendre. Je pense que c'est Romuald là, qui l'a fait. Vous avez aussi l'INRO, l'Institut national responsable, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Institut national de responsabilité aux responsables. Vous avez aussi la fresque du climat, la fresque du numérique, en fait, qui propose aussi des ateliers pour acculturation aux individus, aux entreprises. J'ai fait aussi un webinaire avec une collègue à moi,
qui est très sensible. C'est là où j'ai découvert clairement le sujet vraiment plus en détail. Donc, c'est un sujet sur le Green IT, un peu plus large que Google Cloud. Et aussi, il y a une chaîne YouTube sur IT Sustainability API. Il y a énormément de vidéos qui sont dedans, si vous voulez vous acculturer. Les événements à venir, je l'ai fait aussi de l'autre côté, mais c'est peut-être intéressant de le rappeler. Il y a ce qu'on appelle le Sustainable Digital Challenge. C'est organisé par API Days. J'ai rien avec eux, hein, je ne suis pas ni partenaire. J'étais sponsor l'année dernière, cette année, il n'y a rien pour l'instant. On est en discussion. Il y a aussi The Green Companion, c'est une société aussi qui œuvre dans le domaine de la sustainability et digital. Et donc, en gros, c'est une espèce de challenge dans lequel il y a surtout des clients qui vont créer des équipes et qui auront des mentors qui sont définis par le challenge et qui vont concevoir une application éco-responsable. On parle de Decathlon, on parle d'Adio, on parle de Allianz, de ceux que j'ai connus l'année dernière, EDF. Donc, c'est vraiment des sociétés, des entreprises et qui vont essayer de construire un produit. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de webinars, d'accord, sur la partie design, sur la partie dev, sur la partie architecture, pour les accompagner avec les mentors. Et après, en fait, il y a une soutenance qui se fait à la fin, d'accord. Donc, il y a des soutenances qui se font pour élire donc le projet le plus éco-responsable. Donc, moi, l'année dernière, je les ai accompagnés. J'ai même fait des workshops sur la partie architecture, performance. Voilà, donc c'est plutôt assez sympa. Donc, on verra pour cette année. Chez Sphere, on a des formations gratuites, je l'avais dit ce matin aussi, sur la partie cloud, mais pas que. Google, AWS, Azure, Kubernetes. Surtout, il y a des moments gratuits, une fois par mois. Moi, j'anime, ça m'arrive d'animer sur la partie infrastructure, sur Google Cloud. Ce mois-ci, je pense, c'est la data. On alterne, enfin, il y en a un mois qui est data, un mois qui est cloud, et c'est plutôt à distance. Vous avez le Cloud Summit en France. Je pense cette année, le sujet sera clairement l'IA générative, hein, c'est un peu partout. Pour l'instant, je ne voulais pas encore trop m'aventurer dans les présentations. J'attends de voir, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une telle effervescence sur la partie IA générative qu'il faut suivre. Je me dis, bon, attendons de voir comment ça va se tasser. C'est encore un peu, on se cherche un peu. Et donc, là, le summit, je pense qu'il y aura l'IA générative, mais il y aura aussi des sujets sur la partie sustainability, forcément. Ce sera donc le 29 juin à Paris, à la Maison de la Mutualité. J'y serai, en tout cas personnellement, avec ma boîte. Il y a aussi Next, fin du mois, fin de l'été, du 29 au 31 à San Francisco. Donc, c'est la plus grosse conférence cloud de 10 milliers de personnes. Donc, vous pouvez bien sûr la suivre à distance en s'enregistrant gratuitement. OK. Ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci bien sûr à nos sponsors, hein, ça, on n'arrête pas de le dire. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. En fait, en termes d'action, au-delà du choix de la région, de la zone et de la consommation électrique globale, qui est un indicateur pour prendre très budget, noter notre impact, et des initiatives qui sortent un petit peu, et je trouve qu'ils sont très peu transparents aujourd'hui sur la façon dont on consomme dans le cloud. Parce que se dire qu'on consomme tant en électricité, c'est cool, mais on n'a aucune idée de savoir si, par exemple, tel composant, tel service a une consommation bien supérieure à ce qu'il devrait avoir. C'est là-dessus qu'il faut opérer par rapport à un ensemble qui est, je suis incapable de savoir que telle consommation, c'est anormal, ça ne l'est pas, il y a une action à mener à ce sujet-là ou pas. Alors, déjà, on a vu les rapports déjà. Donc, déjà, en fait, pour moi, c'est très lié à l'aspect consommation, facturation. Plus on va consommer, plus on va avoir d'impact. Donc, c'est vraiment corrélé. Même les données qu'on voit là sur les parties reports, c'est une consolidation par rapport aux données de facturation. Comme je disais, ce n'est pas comme la facturation, on peut l'annoncer en 24 heures pour avoir les données, parce qu'en fait, il faut attendre tout le mois pour pouvoir prendre en moyenne toute la consommation qui a été faite dans le data center, qui n'est pas forcément faite par les utilisateurs, pour pouvoir la rediviser par rapport au pourcentage de workload. C'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense, oui, ça reste une vue d'ensemble. Donc là, on peut voir quels sont les produits qui consomment le plus. Ça, on va le voir. D'accord. Mais comme je disais, c'est souvent lié à la facturation. En tout cas, à notre niveau, clairement, c'est plus les actions qu'on va voir dans la partie GreenOps. En tout cas, c'est plus des actions de consommation au final. Ce n'est pas des actions environnementales en soi, parce que nous, on n'a pas la main sur la partie hardware, sur les data centers, sur le refroidissement, sur la source d'électricité, sur tout ça. Donc l'idée, c'est essayer en tout cas d'être dans les régions qui sont à faible émission, déjà, ça c'est une première action. Essayer de ne pas laisser des ressources qui tournent pour rien. Donc ça, c'est vraiment
pour moi, c'est une épidémie, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que moi, même la partie sécurité, elle rentre en jeu parce que si tu as une attaque en sécurité, forcément, ça va augmenter ta consommation. Et je le vois chez les clients. Je fais pas mal d'audits de sécurité au-delà de la partie sustainability. Il y a souvent des projets oubliés, des clusters qui servent à rien, de la duplication de la ressource, des machines surdimensionnées, ainsi de suite. Donc, à notre niveau, en tout cas sur la partie infra, c'est d'être un peu frugal dans notre manière de concevoir les infrastructures. Ne pas essayer aussi de faire du over-design, ça arrive souvent aussi au niveau des architectures, les gens qui veulent mettre ceinture bretelle avec tous les produits à la mode possibles et imaginables, mais essayer d'aller straight to the point, aller directement au but d'un point de vue environnemental, ou vraiment en tout cas d'un point de vue architecture, pour avoir le strict minimum d'un point de vue architecture, sans renier sur la sécu et sur la haute disponibilité, faire de la scalabilité, faire par exemple de l'arrêt automatique des ressources la nuit, ou pendant les week-ends. Ça, vous avez des schedulers, en fait. Je ne sais pas pour Azure, est-ce qu'il y a ou pas, mais je pense que oui. Quand provider se copie, hein, ils font les mêmes actions. Euh, voilà, moi, c'est plus ça, en fait, que peut-être faire en fait, de la purge de données de façon régulière, des données qu'on n'utilise pas, en mettant des règles de life cycle. Alors là, il y a des petites actions comme ça qu'on peut entreprendre. Pareil, dans la conception des logiciels, avoir des logiciels qui soient performants, parce que si le logiciel, en fait, il est performant, en tout cas, ton conteneur, il est performant, il consommera moins de ressources, donc on aura, dans l'ensemble, moins besoin d'avoir des grosses machines. Et il y a souvent des problèmes En fait, avant, moi, je faisais beaucoup de dev et je sais qu'on avait des ressources limitées. Donc, il faisait très, très, très attention à la partie optimisation de la consommation. Aujourd'hui, c'est plutôt à l'envers. On a des ressources abondantes, donc les développeurs font moins attention. J'ai remarqué, hein, ils font moins attention parce que le stockage, il n'est pas cher. On a du CPU, de la RAM. Voilà, donc on peut avoir des bêtes, en tout cas, en termes de machines. Et donc, ils font moins attention. Alors que ça, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Il faut vraiment, en termes de performance, en termes de profiling, en termes de cycle d'utilisation de CPU, de RAM, voilà, il y a plein d'actions à entreprendre. C'est pour ça, l'année dernière, j'ai fait de la performance avec le Sustainability Digital Challenge pour comment concevoir des logiciels qui soient performants, d'accord, qui soient sur des infras performantes et qui soient sur des localisations performantes. Donc, c'est un peu un ensemble. Bien sûr, la stratégie, elle est en construction. Là, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore à 100%. Il y a des actions qui arrivent au fur et à mesure à faire à suivre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui. Je pose la question sur l'impact environnemental. Est-ce qu'ils font par exemple du recyclage de machines par rapport à ça, la consommation des terres rares? Oui. Est-ce qu'ils font par exemple des data centers avec des vieilles machines, je sais pas, c'est autour de ça? Il y en a. Alors, ce n'est pas fait systématiquement, mais on a ce genre d'initiative. C'est-à-dire que avant de détruire un disque dur, la première action qu'on va faire, c'est on va essayer de le resetter déjà. Mais mettre des zéros partout, le reset déjà, et voir en fait si on arrive à le réutiliser. D'accord? Maintenant, si on n'arrive pas à le réutiliser, il va être détruit, clairement, mais les matières seront recyclées. C'est comme ça qu'on va opérer. Parce que parfois, il y a certaines données qui sont ultra sensibles et qu'on ne peut pas se permettre en fait de réutiliser le disque. Même, on ne prend pas le risque, en tout cas réglementairement, c'est comme ça dans les normes, dans certaines réglementations. Donc, il faut détruire le disque, il faut le tordre, le couper en morceaux. Il y a toute une procédure, en tout cas, pour le faire. Maintenant, voilà, moi je vous invite plutôt là, on est à court de temps et surtout j'ai un avion à prendre, je suis désolé, je dois bouger. Demain, j'ai un événement à Amsterdam avec Google, c'est IO Connect, c'est un peu un événement communautaire à la marge de Google I.O. Et je vous invite en fait à lire les rapports de Google, clairement sur la partie environnementale, il y a pas mal et ça explique énormément la stratégie de Google, notamment leur stratégie d'un point de vue provisioning et recycling. OK?